Vas-y. Alors bonjour tout le monde. Notre thème cette semaine, c'est la justice sociale et économique. On a visé plus la répartition de la richesse et la représentation des inégalités dans la culture populaire québécoise. Je suis Danae, voici Amélie, Alexandra, Sarah et Joséanne. Alors, il faut savoir sur... Attends, 2 secondes. Vous pourriez aller prendre le pad qu'on a commencé lundi, le Framapad, sur lequel il y a eu les notes de l'exposé de l'équipe 3. Donc vous le verrez dans le groupe Facebook. Comme ça, vous ajouterez vos réflexions sur l'équipe 3 et elles auront toutes ensemble au même endroit. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Sur Facebook, le pad de lundi dernier, vous ajoutez vos notes à la suite de l'exposé 3. Alors, la richesse correspond à l'accumulation de biens ou de revenus. C'est le patrimoine détenu. Il y a différentes façons d'évaluer la richesse et différentes façons d'analyser la répartition des richesses, car il existe de nombreux indicateurs économiques et l'analyse peut porter plus spécifiquement sur le patrimoine financier ou de façon plus générale sur le patrimoine total, ce qui comprend aussi l'immobilier par exemple. Ça, c'est la présentation. On va d'abord voir la répartition des revenus et du patrimoine mondial, les inégalités dans le monde, les mesures sociales au Québec, les indicateurs culturels des perceptions des inégalités sociales. On va aussi donner des exemples dans les débats publics. Alors, afin d'évaluer la richesse et les inégalités, on va souvent s'attarder à la répartition des revenus. Ce tableau-ci compare le total des revenus après impôts et transferts de différents groupes de revenus au Québec, au Canada et aux États-Unis. On peut remarquer que le 1% des plus riches aux États-Unis accapare une part des revenus totaux qui est plus de 2 fois supérieure à celle au Québec, et aussi que le groupe de revenus du 0,1% supérieur accapare une part de revenus qui est moins importante au Québec qu'au Canada et aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est les groupes de revenus supérieurs, par exemple le 1%, c'est le 1% des plus riches, ça accapare 7,2% des revenus totaux du Québec, qui est supérieur. Donc, malgré qu'on peut se percevoir en tant que Québécois, en tant que société, comme étant inégalitaire parfois, on réalise avec ce tableau que le Québec est plus égalitaire, du moins pour ce qui est de la répartition des revenus des groupes supérieurs, que la moyenne des provinces et des territoires du Canada et aussi que les États-Unis. Cependant, il faut se rappeler que ce tableau-là date de 2010 et entre, par exemple, 1992 et 2010, le groupe de 1% au Québec a vu ses revenus après impôt progresser de 54%, ce qui représente 2,4 fois plus que ceux des autres contribuables du Québec. Donc, on peut supposer que les groupes de revenus supérieurs détiennent aujourd'hui une part encore plus importante que ce qu'on voit ici. Mais vous allez voir qu'à travers le monde, les chiffres sont encore plus importants et alarmants peut-être. Alors, pour ce qui est de la répartition du patrimoine mondial, une étude publiée par Oxfam en 2014 montre que les 1% les plus riches détiennent 48%, c'est supposé d'être 48 ici, mais détiennent 48% du patrimoine mondial, ce qui laisse 52% du patrimoine mondial aux 99 autres personnes.
Mais en réalité, la quasi-totalité du 52% revient aux 20% les plus riches. Donc, au final, 80% de la population doit se contenter de seulement 5,5% de la richesse mondiale, ce qui veut dire que les richesses détenues par 80 personnes sont désormais équivalentes à celles détenues par les 50% les bien moins lotis de la population mondiale. Autrement dit, 80 personnes dans le monde ont autant de richesses que 3,5 milliards de personnes. Rien de moins. 80 personnes. 80 personnes dans le monde ont autant que 3,5 milliards de personnes. Et finalement, en 2016, Oxfam estime que les 1% les plus riches posséderont plus que le reste de la population mondiale. Et les indignés d'Occupy Wall Street se sont d'ailleurs ralliés autour du slogan « Nous sommes les 99%» car ils étaient outrés par la part démesurée de la richesse détenue par une petite minorité, et ce, même dans les sociétés démocratiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la répartition de la richesse et les inégalités sociales sont liées à la structure économique et aux valeurs de l'époque. Dans la démocratie libérale, on considère que l'individu est libre. Il devrait donc décider de ce qu'il fait avec son argent, ses biens, et être entièrement responsable de ses actions. On considère que le libre marché, qui est autorégulé, le droit de propriété, qui confère des prérogatives exclusives à un individu, et le mérite économique, qui associe la richesse au talent et aux efforts de l'individu, mène à l'accroissement des richesses, et qu'il faut donc limiter l'intervention des pouvoirs publics. La redistribution des richesses, quant à elle, porterait préjudice à l'individu car elle donnerait une partie de sa liberté et de son droit de propriété. On empêche l'individu de jouir de sa totalité des revenus. Ça, c'est la théorie du néolibéralisme que tu viens de présenter. Oui. Et puis, le capitalisme reprend les valeurs du libéralisme pour faire augmenter les profits. OK. Les auteurs du livre La Juste Part, David Robichaud et Patrick Turmel, eux proposent une autre vision. Ils souhaitent rappeler que toute richesse est d'abord un produit social et que le libre marché est une invention